Deuxième partie du débat sur Direct Gestion, spécial crowdfunding ce matin. Le financement participatif en plein boom. Peut-être vous aussi, vous y avez participé. Peut-être vous êtes tenté par financer certains projets de proximité dans l'économie réelle. C'est aussi un des avantages. En revanche, ce n'est pas exempt de risque. On a des rendements, messieurs, qui sont entre 8 et 10% quand on va sur les différentes plateformes. Ça paraît presque faramineux par rapport au taux actuel, avec un livret A à 0,75. Ce n'est pas tout à fait le même risque. Il y a quand même des risques sur ces investissements. On peut en dire un mot, Michel. Il y a une qualité de crédit à la base. Il faut sélectionner les bons projets. Vous qui êtes revendeur de plateformes. Alors aujourd'hui, on a peu de retour de marché sur les risques, puisque si on prend des opérations de prêt, on commence à rembourser des prêts. Si on prend des opérations immobilières financées en obligataire, on n'a pas été encore jusqu'à... Il n'y a pas encore assez de retour. Voilà, il n'y a pas encore assez de retour, mais c'est une classe d'actifs qui est risquée. Par définition, c'est une classe d'actifs qui est risquée, d'où l'importance d'améliorer l'information à l'investisseur, d'où l'importance d'accompagner les porteurs de projets. Je pense que là aussi, c'est un enjeu important pour les plateformes que d'expliquer ce risque. Alors justement, on rappelle, MIPIS propose des plateformes clés en main pour ceux qui veulent se lancer. Ça veut dire, Pascal, qu'ils vont avoir, une fois qu'on n'a plus cette tuyauterie finalement à faire, on va avoir plus de temps peut-être pour sélectionner les projets, pour filtrer les meilleurs, voire pour accompagner les clients derrière. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. En fait, on s'aperçoit qu'une fois que vous avez sélectionné un projet et une fois que vous avez investi, il y a un certain laps de temps entre le jour où vous avez mis votre carte bleue et le jour où vous savez où vous avez vos titres, ce qu'ils ont fait de vos titres, ce que la société a fait, ce qu'elle devient. C'est un laps de temps qui est assez long, qui comprend entre 2 et 3 mois généralement, avant de savoir où sont vos titres et ce qu'on a fait de votre argent. Oui, pourtant on assure sur les plateformes qu'on peut voir que les remboursements se font automatiquement tous les trimestres ou tous les mois. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de recul pour l'instant sur ces remboursements. Ce qui vous gêne en tout cas dans la formulation, c'est que vous dites on ne sait pas aussi avec qui on investit. Est-ce que ce sont que des particuliers? Est-ce que ce sont des institutionnels? Et même à terme, est-ce que le système ne peut pas être dévoyé avec des institutionnels qui investissent aux côtés de particuliers qui ont forcément moins d'informations? Tout à fait. Alors on s'aperçoit que sur le crowdlending, en tout cas sur le lending aujourd'hui, il y a certaines plateformes se tournent directement vers l'institutionnel pour remplir les caisses en premier et par la suite aux clients investisseurs, aux particuliers. Effectivement, il y a certaines plateformes qui arrivent à 70% d'institutionnels. On sait que par définition, l'institutionnel est versatile. L'investisseur particulier, lui, n'y est pas. Une fois qu'il a mis son argent, il attend son rendement ou ses intérêts. Je pense qu'il y a une décorrélation entre l'institutionnel et le client privé. Mais pourtant, si moi je suis investisseur et je me dis à côté de moi, tiens, il y a AXA ou une grande compagnie d'assurance qui investit, je suis plutôt rassuré. Je me dis c'est que le projet a priori est bon. Ils ont peut-être des gens qui sont encore meilleurs que moi pour analyser un projet. Parce que vous le savez. Ouais. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule plateforme qui le fait, j'ai encore oublié son nom, mais il n'y a aucune seule plateforme qui dit aujourd'hui investissez auprès d'un institutionnel connu ou d'un gros business angel. Tous les autres, c'est porte close. Pour l'instant, on ne sait pas. L'enjeu, cette transparence, Michel, c'est très, très important. Et évidemment, il y a aussi des plateformes évidemment qui jettent l'éponge. On a eu l'exemple récemment de My Major Company. C'était une des premières plateformes de crowdfunding. C'était des dons, c'était dans la musique, on s'en souvient, avec le fils Goldman qui avait lancé ça, qui se consacre peut-être maintenant à d'autres projets. Un commentaire justement sur l'arrêt d'une plateforme comme My Major Company qui était un peu le fer de lance en tant qu'un exemple. Il y a eu un peu d'émotion dans l'écosystème du crowdfunding, puisqu'on voit disparaître une plateforme qui a été à l'initiative finalement de ce mouvement. Je pense que là on a l'exemple justement d'une plateforme qui au départ était verticale, qui était légitime pour adresser le secteur de la musique, qui a voulu accroître ses volumes en allant sur différents secteurs d'activité sur lesquels il n'était pas forcément légitime. Donc aujourd'hui, je pense que ça n'a pas fonctionné et My Major Company est tout à fait légitime sur la musique, n'est pas légitime pour partir sur d'autres secteurs. Donc voilà, donc je crois que c'est un épiphénomène, enfin c'est un phénomène important parce que c'est la première plateforme. Ça ne représente pas une tendance de marché, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut faire attention. Quand vous êtes dans une course au volume, il faut faire attention
C'est dans votre corps de métier finalement. C'est dans ce corps Et de oui, métier. puisqu'on voit en plus que ça se diversifie aujourd'hui. Il y a des plateformes spécialisées sur l'immobilier, sur le médical, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers ces niches d'ailleurs que vous proposez sur votre site, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez une approche un petit peu différente. Vous analysez tout le secteur et vous dites voilà, si vous voulez investir en crowdfunding sur le luxe ou sur une thématique particulière, voilà la plateforme sur laquelle vous avez trouvé votre bonheur. C'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, on propose sur notre site à tout investisseur qui est enregistré sur notre plateforme de pouvoir avoir un accès par catégorie de projet ou par région. C'est-à-dire qu'il va choisir, s'il est en Bretagne, il choisira tous les projets qui seront en Bretagne. Si c'est sur de la fintech, sur de la biotech, il aura le choix de choisir. Bourse, fintech, luxe, mode, déco, design, santé, cleantech, mobilier, cinéma, musique, film, etc. Il y en a à peu près tout, oui. Voilà, on trouve à peu près de tout sur son secteur, son appétence. Ça veut dire aussi que si soi-même on est spécialiste, je ne sais pas moi, de l'agriculture, de la santé, eh bien on peut voir, tiens, si tel projet a des chances ou si on a envie d'investir dedans. Tout à fait, puisque non seulement on va orienter l'investisseur sur le projet, sur la genèse du projet, mais en plus, on a un site qui s'appelle Wins Market derrière, et qui lui va vous donner toute l'information en amont et en aval de la levée de fonds. C'est-à-dire s'il y a eu des informations sur la société avant et maintenant, vous aurez toutes les informations à disposition avec des vidéos, avec des reportages, avec des interviews. On va s'intéresser maintenant à vos business respectifs. Messieurs, on commence par Michel Ivanovski. Alors, ancien banquier, comment on passe du monde très feutré et très réglementé, on va dire, de la banque en mode start-up? Michel, expliquez-nous ça, puisque vous êtes lancé dans l'aventure à partir de 2013. C'était il y a 3 ans maintenant. Tout à fait. Écoutez, d'abord c'était un choix personnel et une envie d'entreprendre, tout simplement. Et puis ensuite, c'était la conviction qu'il y avait l'émergence d'un vrai marché à travers le crowdfunding et sur lequel, venant de la banque, un certain nombre de compétences qu'on avait envie de faire partager pour participer à l'émergence de ce secteur. Et aujourd'hui, nos intuitions de départ sont en train de se confirmer. Avec une démarche intéressante puisque vous proposez non pas votre propre plateforme, une énième parmi les 170 en Europe, mais les pelles et les pioches pour créer les plateformes des autres. Ça veut dire que toute la tuyauterie, vous la mettez à disposition, votre expertise finalement est à disposition. Je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe en crowdfunding et ce qui s'est passé dans l'Internet au départ, notamment avec les sociétés de bourse. C'est qu'au départ, vous avez eu l'émergence de pure players où on a pensé qu'il y avait d'un côté les anciens, les traditionnels, et puis de l'autre les internets et les pure players pour développer de ces nouveaux marchés. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que les traditionnels se sont appropriés ces techniques Internet et ont vu à travers Internet comme étant un nouveau canal de distribution. Je pense que le crowdfunding, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des pure players et progressivement, on va voir les acteurs traditionnels qui vont voir l'intérêt d'utiliser finalement les techniques du crowdfunding pour pouvoir adresser des nouveaux segments de marché, pour pouvoir proposer des nouveaux produits. Et finalement, le crowdfunding, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau canal de distribution pour ces acteurs traditionnels. Et voilà, donc vous avez mis au point la marketplace, finalement, la place de marché sur ce crowdfunding. Bien joué. On regarde au niveau du business plan de votre business. Finalement, ce sont des solutions d'abonnement mensuel. Alors, ça va de 99 € à 899 € selon, bien évidemment, ce que vous voulez développer, le don, le préachat, le prêt, le titre, capital, royalties ou crowdsourcing. Et évidemment, le modèle, c'est d'équiper un grand nombre d'acteurs. Plus vous en avez, et plus c'est récurrent. Voilà, alors il y a vraiment l'abonnement, c'est la partie mise à disposition de la solution technique. Mais ce qui est important en crowdfunding, c'est aussi de gérer toute la partie flux financier, parce que vous avez énormément de flux financiers, par définition, à gérer. Et donc, dans notre modèle, nous avons aussi un pourcentage à la transaction qui est en contrepartie du service de monitoring de toutes les transactions financières que nous effectuons sur notre plateforme. Donc nos clients ont à la fois un site internet et à la fois un système de banque finalement, de gestion de flux complètement automatisé et sur lequel nous on assure la supervision. En revanche, vous n'avez pas recréé une banque, c'est-à-dire que ces flux financiers, ils transitent quand même par un établissement bancaire. On s'est adossé à un établissement de paiement qui est Lemonway aujourd'hui. Et donc effectivement, c'était important d'utiliser, d'être bien dans la réglementation en vigueur, et puis surtout de mettre en place toutes les techniques adaptées pour en particulier lutter contre la fraude, contre le blanchiment, puisque on est sur Internet, donc il faut faire attention.
Exactement, les fintech, hein, une fintech, le Monway, effectivement spécialiste des moyens de paiement. L'équipe, combien de personnes actuellement? Alors aujourd'hui, nous sommes 8 personnes d'horizons divers, parce qu'il y a effectivement 2 anciens banquiers, mais on a aussi dans l'équipe Hortense Garand, qui est la présidente de Babel d'Or, qui est également une des premières plateformes de crowdfunding. On a Sébastien Bi, qui est un excellent consultant dans le domaine des paiements. On a Thibaut Assu, qui est un très bon développeur web, et puis Jean-Michel Herrera, qui est un autre banquier. Voilà, la Dream Team donc, de Mipiz, hein, pour en savoir plus, bien sûr, le site mipiz.com, c'est bien ça. Crowd Venture Consulting, je vais arriver. Pascal Olivier, vous, le site est encore plus récent, hein, oui. et c'est vraiment une volonté là, de démocratiser par l'information, par la transparence, on en parlait, ce monde du crowdfunding et sur l'ensemble des plateformes. Tout à fait. En fait, je reprends ce que disait Michel il y a 2 minutes. À l'époque, il y avait des acteurs en bourse qui vous donnaient l'information. On trouvait facilement l'information quand on était investisseur. À l'époque, c'est quelle époque? Dans les années 80. Je ne rajeunit pas. Je vais faire mon mieux, mais dans ces années-là, on avait accès à toutes sortes d'informations parce qu'il y avait les wires qui étaient là pour vous donner des flux d'informations et pour vous informer. Aujourd'hui, on est parti du constat, en fait, c'est quand j'ai vu le marché libre, moi, je sors de la finance, je suis aussi un financier, et on a vu que le marché libre, qui est un marché où il y a autant de pépites que dans le crowdfunding, enfin je veux dire, il y a autant de bonnes sociétés françaises à l'intérieur, et pourquoi ce marché ne décolle pas? Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec l'essor du crowdfunding, en fait, il manquait cette rationalisation de dire, on donne de l'information. Parce que quand vous êtes sur votre page, je ne vais pas te faire sur votre ordinateur, vous partez de quel principe pour aller chercher un investissement? Vous faites quoi? Il y a tellement de plateformes qui existent aujourd'hui, vous ne les connaissez pas toutes forcément. Vous ne savez pas qu'il y a de l'oblique, du prêt, du don non rémunéré, du don contrepartie. Il y a plein de choses qui existent. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire sur le site de Crowd Venture Consulting, c'est justement donner cette possibilité aux gens qui viennent nous voir d'avoir une information complète, de savoir ce qu'est le crowdfunding, pardon. Est-ce qu'ils veulent faire du prêt, du don? Comment se placent les plateformes, quelles sont les plateformes et où sont leurs intérêts. Voilà. D'accord. Et votre business model, justement, là-dedans, c'est quoi? C'est de la pure information, travailler avec des partenaires, de la publicité, ou bien, justement, cette mise en relation de la faire payer ou d'avoir un petit peu... Non, alors, on est parti du principe un peu américain de faire du tout gratuit. Parce qu'on pense que ce n'est pas à l'investisseur de payer quoi que ce soit. Donc c'est du gratuit et on se rémunère via nos partenariats en fait. Voilà. En amont, donc en B2B. Oui. Michel Ivanovski, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au crowdfunding pour exploser, être encore plus présent? On voit que ça double, hein, mais on part vraiment de très bas par rapport encore une fois à l'épargne. 300 millions en 2015, qu'est-ce qui manque? Encore de la réglementation, de la législation? Non, je pense que la réglementation, aujourd'hui, elle est adaptée. Il y a peut-être encore quelques réglages, mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il manque encore de la transparence, il manque des outils d'information mis à disposition auprès des investisseurs, il manque encore, il n'y a pas suffisamment de conseils auprès des porteurs de projets. Donc je pense qu'aujourd'hui les enjeux c'est ça, c'est développer les services autour du crowdfunding, à la fois côté investisseur et côté porteur de projet pour accompagner ce mouvement d'expansion. Voilà, et on espère évidemment que fin 2016, on sera à 600 millions. On va encore doubler, pourquoi pas. On suivra en tout cas l'évolution de cette nouvelle classe d'actifs, on peut parler comme ça, oui. Ce crowdfunding, puisque ça passionne en tout cas les Français. Ils ont envie d'essayer, ils sont de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à tenter l'expérience de l'investissement de proximité. Merci à nos deux invités, Michel Ivanovski, le PDG fondateur de Mipiz, on connaît mieux votre modèle, merci de le représenter. Pascal Olivier Voisin, fondateur de Crowd Venture Consulting. Merci, on aura l'occasion effectivement d'en reparler très prochainement. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle classe d'actifs. Tiens, allez, on va parler société civile de placement immobilier. Donc débat demain. Pour l'heure, vous retrouvez Lucie Morlot pour Direct Investisseur. Bonne journée à tous.